Bonjour à tous, bienvenue, je suis Camille Lombardo et vous écoutez Nos Différences Invisibles, le podcast qui casse les préjugés sur les troubles du neurodéveloppement et donne la parole aux concernés. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent des précédents épisodes. Vous allez découvrir l'histoire de Cécile. C'est avec beaucoup de courage qu'elle s'est mise à nu et m'a chargée de vous retranscrire son histoire. Ce sont ses mots et je lui prête ma voix. Bonne écoute. Bonjour à tous et merci Camille de mettre en ligne ces podcasts de témoignages qui s'ajoutent à la prise de parole qui commence à émerger. Je m'appelle Cécile, je vis en France. J'ai travaillé en tant qu'éducatrice avec des adolescents paumés. J'ai 47 ans et j'ai 2 enfants magiques. J'ai compris que j'avais beaucoup de traits autistiques à 44 ans et le diagnostic de trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle a été posé par une équipe du CRA de mon département 2 ans plus tard. Si j'accepte de témoigner dans un podcast sur les TSA, c'est parce que j'écoute aussi ce genre de médias d'information, et qu'il me semble qu'en ce moment, c'est un format qui convient à beaucoup d'auditeurs. Le hasard d'Internet peut permettre à des gens qui doutent, des gens qui cherchent, ou des gens à 1000 lieues de nous, de prendre conscience qu'il y en a d'autres qui galèrent en pensant juste différemment. J'espère aussi que mes mots rencontreront des autistes qui ne se comprennent pas et à qui je pourrais prêter mes errances pour leur éviter des années de tâtonnement. J'ai passé ma vie à ne rien comprendre et à dévorer tous les livres possibles pour trouver des modes d'emploi à la vie des neurotypiques. Un jour, je suis tombée complètement par hasard dans une bibliothèque municipale sur la différence invisible qu'on ne présente plus. Quand j'ai fermé la bande dessinée de Julie Daché, j'avais compris, et j'avais 44 ans. Ce qu'elle dit, jamais aucun professionnel de santé ne l'avait jamais même évoqué devant moi. Et puis, c'est vrai que certaines arrivent à vivre avec leur TSA, à prendre sur elles, à répondre assez correctement aux injonctions qui leur demandent de porter le masque social avec le sourire, qui ont tellement pris l'habitude de se battre, mais je crois qu'il faut aussi des témoignages de gens qui tanguent beaucoup et qui sont très très fatigués. Je parle au féminin parce que ce trouble du neurodéveloppement est encore très méconnu chez les femmes, même si depuis quelque temps, heureusement, on en parle de plus en plus. Le problème, c'est le retard énorme de la recherche et de la prise en charge en France, la frilosité de la psychiatrie et du monde médical à se former. Bon, en même temps, je ne vis pas sur Mars, j'ai bien compris que le système de santé a quelques ratés en ce moment. Concrètement, pour mon entourage immédiat, je pense que mon enfance, enfin mes difficultés d'enfance, sont passées relativement inaperçues. J'étais une enfant très timide, plutôt bien entourée dans ma famille et dans le jeu avec mes frères. L'extérieur n'existait pas, mais j'étais assez à l'aise avec les adultes de ma famille. Petite, j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père qui, alors qu'il avait assez ignoré ses propres enfants, a été avec moi dans la transmission. Je suppose que c'est le hasard encore, mais comme il m'a toujours trimballé partout derrière lui pendant les vacances et qu'il était très à l'aise en société, j'ai pu apprendre à son contact, à reproduire son comportement dans beaucoup de situations sociales, avec les adultes. Apprendre un rôle, quand j'interagis avec les autres, j'entends clairement que ma voix et mes intonations changent. Mes parents étaient des gens culturellement favorisés, se comportant comme beaucoup de jeunes adultes dans les années 70 à Paris, mais assez isolés. Nous avons rapidement déménagé dans ma région actuelle sans y connaître personne en particulier, juste le besoin de ne plus être en région parisienne. Ils nous ont permis d'avoir accès à beaucoup de choses, mais pas vraiment aux relations amicales. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu à beaucoup côtoyer des enfants hors famille. Alors évidemment, le jour où je suis entrée dans le système scolaire, je m'en souviens encore aujourd'hui, comme le moment où ceux en qui j'avais confiance m'ont balancé dans un gouffre. À partir de ce moment, mes parents me définissent comme une enfant mélancolique. Moi j'ai pris conscience, en un instant, que fuir, disparaître était alors mon seul souci pour échapper à une sensation de mort imminente. C'est encore un cauchemar récurrent. J'ai senti mon cœur fracasser mes côtes et qu'il allait me trahir en se répandant par terre dans la salle de classe. Et si les autres voyaient mon sang, j'aurais été repérée. Je me souviens d'un environnement extrêmement bruyant, mouvant et trop lumineux, de jambes, des tas de jambes. Je me souviens que j'ai commencé dès ce jour à observer et chercher l'endroit oublié pour m'y réfugier discrètement.
Aujourd'hui encore, c'est toujours ma préoccupation où que j'aille. Je cherche toujours la sortie de secours, le passage que personne n'a remarqué. Pour les adultes, je suis devenu le fantôme de tous les groupes scolaires que j'ai fréquentés par la suite. Les seuls enfants avec qui je pouvais jouer étaient mes frères. Les rares fois où je pensais avoir trouvé une copine, il fallait qu'elle soit la seule, que j'aie l'exclusivité de son amitié. Je ne suis jamais entré dans un groupe de toute ma scolarité. À partir du CE2, je n'ai plus que de connaissances, des élèves présents dans l'école avec qui échanger un stylo ou refiler un renseignement. Les invitations au goûter d'anniversaire se sont arrêtées très vite. Pour moi, l'enfance c'est l'angoisse de l'école et ma chambre comme un refuge, la construction de mondes en Lego avec mes frangins, des tonnes et des tonnes de livres, et savoir que les bibliothèques contenaient beaucoup d'étagères et que sur les étagères beaucoup de livres. Sur le plan purement scolaire, je n'avais pas spécialement de difficultés, mais rien d'extraordinaire. Les matières scientifiques n'étaient pas mon fort parce que je n'y voyais pas de pièces intéressantes pour moi et capables de me construire. C'étaient des cours durant lesquels les autres essayaient de résoudre des énigmes avec des variables creuses, de retenir des formules, des techniques pour réussir à écrire un résultat qui n'avait pas de véritable réalité, en tout cas pas ma réalité. Et puis mes notes dépendaient beaucoup de l'enseignant. Les quelques très rares fois où j'ai croisé un prof différent, mon cerveau semblait se réveiller, même en maths, et comprendre des trucs jusqu'à là très flous. Mais je ne saurais pas expliquer en quoi ces profs étaient différents, à part peut-être le sentiment pour moi d'être un peu moins en danger. Concernant ma relation aux autres élèves, ça a toujours été très compliqué. Mais à partir de la 6e, ça a commencé à être carrément violent. Physiquement, j'étais petite et très fluette. Mon père étant sportif, j'étais tout en muscles, disons un petit corps sec et très androgyne. Je n'avais déjà clairement pas les codes des enfants dans une cour de récréation en école primaire, alors avec des pré-ados, c'était infernal. Les codes vestimentaires, culturels, les relations filles-garçons, bref, tout entraînait dans ma tête des questionnements infinis. Après des nuits d'insomnie, après avoir tourné et retourné toutes les situations, les dialogues entendus pour leur trouver du sens, je me pointais le matin, et alors une intonation d'autrui, un mot, un bruit faisait tout dégringoler. Nous ne regardions que très peu la télé à la maison, donc je n'avais jamais les bonnes références. Tous écoutaient les mêmes hits de Fun Radio alors que je ne pouvais m'endormir qu'en écoutant la voix de José Arthur sur France Inter. Personne ne connaissait, et ceux qui s'en souviennent au moment où je vous parle sont profs et ont l'âge de mes parents. J'ai passé des heures à essayer de mémoriser des titres, des noms de groupes, de chanteurs du top 50, mais c'était des gens comme Renaud, Maxime Le Forestier, Charlie Couture ou les Négresses vertes qui marquaient mon cerveau. Même moi, je savais que ça n'allait pas être possible d'être accepté avec mes goûts pourris. Et quand un alien, petit et peut-être fille, débarque au collège, on le massacre. Ça n'a pas trop changé, je crois. Je ne me rappelle pas comment ça a commencé, du pourquoi, ni même s'il y a eu un pourquoi. C'était juste une mode qui s'est installée. Ceux qui le souhaitaient semblaient avoir le droit implicite de me balancer leur sac de classe dessus. Le mien, avec les cahiers grands carreaux et les livres, j'avais déjà du mal à le porter toute la journée. Alors recevoir celui des autres dans les côtes et les tibias, c'était pas facile. Le pire, c'est le regard de tous les autres, adultes de l'établissement compris. Les yeux qui se détournent et les voix qui hurlent de ne pas chahuter dans les couloirs. Ça a duré 15 mois, en comptant les vacances, heureusement. J'ai donc passé beaucoup de temps enfermé dans les toilettes ou dissimulé au CDI, sauf si la documentariste me virait parce que c'était interdit d'être là pendant la récréation. Un soir, en allant prendre mon bus pour rentrer à l'abri de ma chambre, 3 ou 4 garçons. Dans mon souvenir, ils semblaient vraiment très jeunes et très petits. Se sont pointés autour de moi. Ils m'ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas sûrs que je sois une fille. Ils voulaient me toucher pour vérifier et qu'ensuite plus personne ne me taperait. Là, je ne me souviens plus. Juste un visage qui s'approche trop. Je n'ai pas du tout envie de me souvenir. Je n'ai plus subi de violence physique. Mais j'ai accumulé, comme beaucoup d'entre nous, les chocs post-traumatiques et le silence. Je ne raconte pas ça pour raconter le harcèlement ni les agressions sexuelles faites aux femmes. J'en parle parce que la domination des hommes se rajoute à la disparité qui fait que les femmes autistes sont encore plus niées, oubliées. Des médecins sont encore persuadés que les troubles autistiques sont des traits que l'on recense essentiellement chez les garçons. Parce que pour tout, partout, les femmes ont été éduquées à se taire, à camoufler.
Si les femmes neurotypiques ont conscience qu'il faut qu'elles se cachent, alors imaginez quand vous pensez que vous êtes folle en plus d'être une femme. Chercher la sortie de secours, comment s'échapper rapidement, c'est carrément devenu mon intérêt restreint. Comme dans beaucoup de familles dans les années 80, quelqu'un que j'aime de toutes mes forces m'a raconté ou a décidé de me donner ses souvenirs des années 40. Alors j'ai commencé à collectionner l'histoire des génocides, toutes les racines qui permettent aux génocides d'exister et de se reproduire. Dans mon entourage, tout le monde sait que je m'y intéresse beaucoup. Ce que j'ai véritablement besoin de savoir en fait, et que personne n'a jamais compris, c'est le comportement et le regard de ceux qui ont réussi à s'échapper. Comment être et pouvoir réfléchir dans ces conditions atroces, là où l'humanité n'a plus de place, pour s'échapper. Pour arriver à analyser dans l'extrême urgence un environnement et que les cerveaux continuent d'enregistrer les détails, pour inventer une solution de repli. Mon hier, il est là. La dépression, l'anorexie, les migraines et autres troubles, qui étaient en fait des comorbidités, se sont installés dès cette période du collège. Sachant que l'idée du suicide était plus ou moins présente dès mon entrée à l'école. Je me souviens que très jeune, la possibilité de trébucher du haut d'une falaise en Bretagne était fascinante. Quand j'ai eu une vingtaine d'années, la souffrance de lutter contre quelque chose de beaucoup trop lourd est devenue vraiment écrasante. Mon entourage professionnel qui m'avait sauvé pendant quelque temps m'a poussé à accepter une première hospitalisation dans une clinique psychiatrique. C'était un établissement, le seul que j'ai pu fréquenter, où il n'y avait pas de porte fermée à clé partout. Un endroit dans lequel les patients pouvaient sortir et même rejoindre leur chambre sans l'obligation d'attendre respectueusement l'attention et la bonne volonté d'un employé psychiatrique. Et j'emploie le terme d'employé à dessein. Je pense vraiment que c'est pour cela que j'ai pu y rester assez longtemps pour reprendre quelques forces, pour remonter un peu. J'y ai quand même rencontré les médicaments qui jusqu'à aujourd'hui me contiennent, calment certaines crises d'angoisse terribles, ou m'enferment, je ne sais pas trop. De tentatives de suicide de plus en plus importantes. C'est certainement dur à entendre, mais mourir ne me fait plus du tout peur. À l'heure actuelle, je ne sais pas si je vis ou si je fonctionne. J'ai un but, un objectif qui me sert de béquille, mais ça n'a rien à voir avec mon propre bien-être. J'ai l'impression de devoir être debout pour accompagner mes enfants le plus longtemps possible. Et surtout leur donner le plus de clés pour qu'elles puissent s'échapper à mon parcours. Ce qui me tient debout, c'est la lutte pour la reconnaissance de certaines de nos différences et de leur permettre de s'en tirer toutes seules dans quelque temps. Dans toute ma vie et encore aujourd'hui, alors que tous les masques sont tombés, j'ai rencontré et je rencontre des tas de professionnels sur deux. Ils avaient tous un avis, un diagnostic, un traitement génial qu'ils allaient tirer de leur chapeau. Des regards qui me poussaient à les croire, à espérer. Même après des successions de déceptions. Au bout de quelques années, je pouvais pourtant anticiper leurs questions, leurs recommandations. J'ai commencé à comprendre qu'ils ne savaient pas. Alors je suis encore plus tombée, parce que c'était inconcevable de plus avoir aucune prise, aucun espoir d'une amélioration, d'une guérison, alors que ce n'était pas une maladie en fait. Et en plus, toutes ces années, j'étais désignée comme coupable de ne pas répondre correctement au traitement, aux différentes approches de la psychologie. J'étais coupable de ne pas accepter le lâcher-prise, comme ils disent. Et c'est aussi là que ça peut devenir dangereux, parce qu'alors on se laisse facilement attirer par les pseudo-soignants bienveillants qui nous draguent parce qu'on est très très fragile. Je me suis retournée vers n'importe quoi pour espérer un mieux. Parallèlement, il y a 14 ans, j'ai fait la connaissance avec ma fille aînée. Cet enfant-là, ce regard-là, ces petites particularités. Très vite, quand j'ai posé des questions, j'ai entendu un refrain récurrent, très culpabilisant. Tout va bien. Vous êtes trop angoissé, vous lui transmettez vos inquiétudes, vous la couvez trop, vous devez nous écouter. C'est nous les professionnels, vous devez la lâcher. Je sais que je suis loin d'être la mère, que je ne fais pas que du bien à mes enfants, mais je refuse les certitudes des autres et même les miennes, vu là où elles nous ont conduits. Depuis 14 ans, je cherche pour moi et pour elle. Et franchement, en 14 ans d'études, je pense avoir acquis quelques connaissances et l'impression que la recherche et le développement des neurosciences est loin d'être terminé. Et puis lâcher mes enfants face à ces gens qui disent savoir me terrifie littéralement. Moi, j'ai été au bout de la psychiatrie en France. J'ai touché le fond, j'ai subi tous les traumatismes, toutes les maltraitances psychiques et physiques de ces lieux d'enfermement qui n'ont plus de moyens, plus assez de personnel pour faire correctement leur travail. En psychiatrie, j'ai appris des choses, j'ai fait des rencontres bonnes et mauvaises et j'ai failli en mourir. Je ne peux pas risquer ça pour mon enfant. Peut-être que je n'y arriverai pas, c'est même très possible, mais je ne peux pas seulement fermer les yeux et espérer. Je ne veux pas qu'elles se disent que je ne me suis pas battue avec mes moyens pour leur laisser une chance. Certains autistes ont peut-être la chance d'être pris en charge, de trouver des accompagnants, de la bonne volonté dans les institutions et dans l'administration.
d'avoir des proches, des liens, des gens qui interviennent bien ou mal pour être avec eux, mais pas tous. Au milieu de milliers de bouquins sur tout et sur encore plus de choses, un jour j'ai lu mon histoire. Autour de moi, il y avait donc d'autres personnes qui vivaient exactement la même chose que moi, exactement. Je ne suis pas du tout exceptionnelle, je ne suis pas plus bizarre que ces gens-là, pas plus étrange que les autres autistes. La semaine suivante, j'avais rendez-vous avec un psychiatre reconverti en distributeur automatique d'anxiolytiques. Je lui ai demandé comment prendre contact avec le CRA. Il m'a tendu un formulaire et une adresse mail en me disant qu'effectivement, il y avait vaguement pensé aussi. Je ne suis plus jamais retournée chez ce monsieur. Bon alors, concrètement, pour moi, à partir de là, ça a pris 2 ans entre le moment où j'ai envoyé la demande de rendez-vous pour un diagnostic et le résultat. C'était juste avant le Covid, donc tout est resté plus ou moins suspendu pendant des mois, mais c'est de toute façon toujours assez long. Et en juillet 2022, sans surprise, l'équipe a pris le temps de mettre des mots sur ce que j'avais depuis la naissance. Elle m'a donné un dossier complet, signé, validé, une liste de psy, un peu au courant, en me souhaitant bonne chance. Je voudrais préciser qu'aucun de ces professionnels n'a pu donner suite à mes demandes car dans un très grand rayon autour de chez moi, ils ne prennent plus de nouveaux patients. J'ai 46 ans. Alors concrètement, ça s'est déroulé en plusieurs étapes. Sur un laps de temps de 6 mois, j'ai rencontré différents praticiens lors d'une série de rendez-vous assez rapprochés. J'ai vu une orthophoniste, une psychiatre, une psychologue et un médecin généraliste qui tous faisaient partie du CRA. Mes parents aussi ont accepté de rencontrer la psychiatre pour raconter ce qu'ils avaient vu de l'enfant que j'avais été et l'adulte que j'étais devenue. Chaque rendez-vous est profondément déstabilisant parce que contrairement à tous les autres entretiens avec les psys que j'ai eus dans ma vie, les questions me semblaient toujours extrêmement pertinentes, précises, évidemment ciblées mais du coup justifiées. C'était quasiment à chaque fois des rencontres de 2 heures et je sortais lessivée. Je n'ai jamais autant dormi après les rendez-vous. J'ai passé un test de QI pour déterminer mon niveau de HPI, des tests psychomoteurs, des tests ludiques, d'autres beaucoup moins agréables pour comprendre mes réactions, sentiments et sensations face à des situations. Lors d'un de ces tests, par exemple, on m'a demandé d'analyser des expressions faciales. Cette expérience a été atroce. Je n'ai pas pu rentrer tout de suite chez moi après, tellement je pleurais. Je me suis réellement rendu compte ce jour-là que j'interprétais vraiment tout de travers, que je n'avais toujours pas à mon âge de point de repère alors que j'imaginais décoder les expressions du visage des autres. Depuis 1 an, je me doutais que j'étais quelque part sur le spectre de l'autisme, mais il y avait vraiment une différence entre l'éventualité et la certitude. Je ne suis pas médecin et toute ma vie on m'a dit que j'avais tort, que j'étais excessive, que je me trompais, que je compliquais tout. Je ne suis pas Rain Man, je peux regarder dans les yeux, je suis intelligente, j'ai de l'empathie à revendre, je suis physiquement normale et mon entourage n'en peut plus de moi. C'était simplement une nouvelle lubie. Voilà ce que j'entendais. Mais ce jour-là, le jour où je me suis effondrée en larmes et que le personnel du CRA m'a accompagnée dans une toute petite pièce sombre, très sobre, et m'a dit qu'ici je pouvais prendre tout le temps pour ne rien voir ni rien entendre, que je pouvais fermer ou ouvrir la porte quand je le voulais jusqu'à 17h30. À partir de ce jour-là, je savais qui j'étais. Pour toujours. Que m'acharner à faire comme ci ou comme ça, faire des efforts, changer pour être mieux avec ceux qui m'accompagnent, lutter pour m'adapter à sens unique, tout ça, j'ai compris que ça n'allait jamais arrêter d'être dur. C'est certainement ridicule, mais comme ma souffrance provient essentiellement du fait que j'interprète mal les autres, je pensais avec ma logique d'autiste que maintenant que l'on savait, moi et ma famille, nous pourrions nous rapprocher en modifiant certains des codes, des vecteurs de communication qui visiblement n'étaient pas compatibles. J'avais appris à copier, j'avais les mêmes mots qu'eux, alors j'imaginais qu'on pourrait ensemble se traduire des trucs, chacun faisant l'effort d'entrer dans le monde de l'autre. Quand j'interagis au quotidien, je me vois jouer le rôle de la personne qui va acheter son pain, la maman qui s'intéresse aux discussions de parents d'élèves. J'entends ma voix et mes intonations changer. Je pensais que quelqu'un allait accepter de m'expliquer, de m'encourager, parce que moi, j'étais avide d'être guidée. Il y a des gens qui aident les non-voyants, par exemple, pour qu'ils apprennent des astuces pour avancer, ouvrir des portes et des tiroirs. Ces aidants, je n'ai pas l'impression qu'ils trouvent ça honteux d'aider quelqu'un qui ne voit pas à démarrer dans la vie. Moi, je me suis retrouvée dans un monde où il faut surtout que je me taise, où j'ai le sentiment de devoir être redevable d'avoir un toit sur la tête. Du coup, j'ai l'impression depuis 1 an d'avoir été submergée par une immense colère, un sentiment extrêmement violent contre le monde entier. J'ai érigé des barrières d'ironie et de cynisme autour de moi avec le sentiment que ça me protégera des claques que me renvoie toujours le monde.
Je suis aussi très en colère contre le monde médical, qui avait tout sous le nez depuis des années et qui n'a rien fait, sinon le pire. Et puis je suis en colère contre moi, en colère de devoir être en colère parce que je suis terriblement triste. Il n'y a qu'à la télé que l'on félicite et encourage les gens qui pensent autrement, plus vite, ou qui prennent les problèmes à l'envers. Les gens insupportables parce que je sais qu'il faut faire de sacrés efforts pour nous côtoyer au quotidien. C'est souvent des gens bien après dans les souvenirs quand on est mort. Des fois on fait des trucs bizarres, des fois on invente des solutions surprenantes, surtout quand elles fonctionnent bien. Mais je comprends bien que c'est fatigant pour tout le monde de ne jamais pouvoir suivre un mode d'emploi. J'ai donc un trouble autistique que par facilité et traditionnellement on appelle Asperger. Mais c'est assez vague car il n'y a pratiquement aucun ou en tout cas aucune autiste Asperger qui ressemble à une autre autiste Asperger. Sur le fond, à la naissance, les attitudes des Asperger pourraient se ressembler, mais tout de suite, en fonction de la relation qui s'instaure ou pas, des sensations que l'on nous permet d'éprouver, notre éducation, notre entourage social, culturel et économique, nous les femmes autistes sans retard intellectuel, nous faisons en sorte de trouver un camouflage qui nous correspond et qui va évidemment varier selon le modèle qu'il faut copier. Dans ma vie, l'autisme m'handicape profondément à plusieurs niveaux. J'ai évidemment un énorme problème avec les codes sociaux. Je suis particulièrement heurtée à intolérance face aux rigidités de fonctionnement qui me semblent absurdes, les procédures obscures. Je ne peux rien faire sans que ça me paraisse être cohérent avec un fonctionnement qui correspond à l'idée que je veux de l'humanité, du fonctionnement du vivant. Cela doit paraître pompeux et grandiloquent à entendre, mais je sais, enfin, j'ai l'impression de sentir que le danger, c'est de ne pas faire attention au risque que ça dérape. Qu'il y a des humains qui pensent pour détruire et que d'autres doivent penser et agir pour ne pas leur permettre de le faire. Au-dessus de ma tête, il y a Kafka en permanence. Tout doit pouvoir être justifié. Les parce que, les on a toujours fait comme ça, les on n'a pas le choix, me sont complètement intolérables. C'est physiquement douloureux. Cela peut me provoquer des vomissements, des crises d'angoisse et surtout l'obligation de fuite immédiate et parfois, voire souvent, complètement inadaptée. Du coup, socialiser avec les autres est très difficile, surtout sur la durée. Et j'imagine que pour eux aussi c'est difficile de supporter longtemps quelqu'un qui, de fait, passe sa vie à faire le guet. Quelqu'un qui attend forcément un dérapage, une justification à sa méfiance. Je ne lâche jamais prise. C'est intolérable, autant pour moi que pour les autres. J'ai aussi des hypersensibilités. La lumière, surtout la luminosité du soleil, est très difficilement supportable. Depuis que je sais que je suis autiste, je me permets de porter des lunettes de soleil du matin au soir, à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand j'ai commencé à le faire, j'étais gênée par certains regards de personnes qui devaient trouver ça étrange. Aujourd'hui, mes migraines ont tellement diminué en intensité que ce bénéfice est trop agréable pour le remettre en question. Je suis aussi très sensible au bruit. Sans bouchon d'oreille ou casque anti-bruit, je peux entendre tous les différents bruits qui m'entourent. Pour notre chauffage en hiver, par exemple, nous avons un poêle à granulés qui propulse l'air chaud. À l'achat, son niveau sonore était déjà un souci et un critère de choix, mais si je pouvais revenir en arrière, je ne prendrais pas cette option de chauffage. C'est une source d'angoisse importante. C'est une illustration, mais on peut évidemment y ajouter tous les sons des appareils ménagers, les grincements, etc. Pour ça aussi, j'ai l'impression d'être sur le qui-vive, et tellement à l'affût qu'évidemment j'entends, puisque je veux entendre. Je ne mange plus dans les restaurants, c'est toujours beaucoup trop long et c'est épuisant de faire semblant d'apprécier une conversation alors que j'entends toutes celles des autres clients, les bruits en cuisine et la chasse d'eau des toilettes. Seule avec mes bouchons d'oreille, je peux patienter au petit moment dans un café, mais je ne dois pas avoir à faire la conversation. Je peux faire mes courses avec des lunettes de soleil, des bouchons d'oreille et jamais en fin de semaine. Par contre, et on en revient à mon besoin de cohérence, les bruits justifiés sont acceptables. Mes enfants, les animaux du voisinage, une fête, marcher à côté du mégaphone pendant une manifestation. Je peux le faire, mais si le propriétaire du chien se met à lui hurler dessus, j'atterris sous ma couette avec une impression de crise cardiaque. Si des gens à moto ou en quad font ronfler leur moteur, j'ai envie de mourir. Une autre de mes caractéristiques, c'est ma façon de percevoir une multitude de détails, souvent complètement insignifiants, mais qui surchargent ma conscience des autres. Je peux avoir envie de sortir, de faire une activité, de devoir l'abréger car le nombre d'informations que mon cerveau croit devoir enregistrer est aberrant. Je peux rentrer épuisé après 100 mètres si le lieu m'écrase de détails. Par exemple, quand des neurotypiques voient des vaches dans un pâturage, je vois 6 vaches marron et blanches qui broudent du trèfle, dont 2 couchées à l'ombre, et que le tas de canettes à 10 pas n'est pas le résultat de leur consommation personnelle. Je m'auto-fatigue. Toutes ces difficultés liées aux sensations, ces réflexions constantes pour tout évaluer sont des sources de fatigue extrêmement compliquées à justifier. Comme rien ne prend de repos autour et en moi, que l'accumulation de chocs post-traumatiques a brisé ma capacité à m'endormir sans médicaments,
Je suis épuisée alors que j'ai la possibilité de ne plus travailler. Je vois bien que c'est assez incompréhensible pour ma famille. Depuis 1 an, j'assume d'être souvent chez moi. Je peux choisir mes interactions. Sauf les heures passées au téléphone avec les écoles discriminantes de mes enfants, les administrations, les salles d'attente pour des prises en charge quotidiennes pour nous 3. Mais je reçois toujours évidemment des informations sensorielles et intellectuelles toute la journée, et j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de mal à gérer. Comme si en faisant tomber mon masque, je perdais aussi mes capacités acquises à faire semblant. Je suis en invalidité. J'ai tenté de mettre en route les démarches pour le dossier à la MDPH, mais après avoir fait quelques pas sur ce parcours, j'avoue que pour le moment je n'ai pas trouvé l'énergie de me battre pour être reconnue en tant qu'adulte handicapé. Je sais que j'y ai droit, que ce ne sont que des démarches administratives et que beaucoup y arrivent. Mais pour le moment je n'ai plus trop envie de courir après ces documents, des justificatifs qu'ils doivent déjà tout savoir, en plusieurs exemplaires dans leur PC. Le diagnostic d'autisme a été un moment très important pour moi parce que j'avais besoin de savoir, de comprendre. J'avais beaucoup d'attentes pour la suite, mais devant la réalité, des moments d'extrême souffrance me conduisent aujourd'hui à devoir m'isoler assez régulièrement dans une pièce réservée à l'intérieur même de mon domicile, dans laquelle personne ne peut m'atteindre. Mais elle ne me ressemble pas, ne fonctionne pas comme moi. Certaines de leurs difficultés sont sûrement aussi liées aux blessures que je leur ai faites en me faisant du mal. Cette année, elles ont donc pu poser des choses, et je les sens moins anxieuses et en colère. Mes enfants commencent à dire et même rire des différences qu'elles perçoivent dans leur façon de faire ou de ne pas faire. Leur extrême fatigue de devoir compenser pour des choses qui paraissent à d'autres d'une facilité déconcertante, le droit d'accepter de faire des pauses. Elles sont adolescentes et c'est déjà une belle source de stress. J'ai abattu mon camouflage. Je ne porte plus ce poids, mais le regard ou plutôt l'absence de regard et de lien avec ma famille est très très difficile à vivre. Si un jour quelqu'un m'entend dans ce podcast, sachez que les gens différents le savent qu'ils cumulent les bourdes, angoissent de ne rien comprendre, et très souvent ils en souffrent horriblement. Être autiste n'est pas une fierté, une mode. Certains ont la chance de s'en sortir plus ou moins seuls, mais je soupçonne qu'ils sont rares. Nous avons besoin d'être accompagnés, encouragés souvent, même de loin, même maladroitement. Le plus douloureux, c'est que vous regardiez ailleurs. Merci infiniment Cécile pour ce témoignage bouleversant. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit message à Cécile en commentaire. Dans le prochain épisode, nous découvrirons l'histoire de Laurine. C'était Camille Lombardo et vous avez écouté le 4e épisode de Nos Différences Invisibles, le podcast qui casse les préjugés en matière de TND et donne la parole aux concernés. À très vite!